Bonjour tout le monde, bienvenue à tous et à toutes, à la radio scolaire du groupe scolaire Anis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important, sachant que ce vendredi 11 janvier est la journée nationale du manifeste de l'indépendance. Et en cette occasion, je vais vous parler de la colonisation française. La France a colonisé le Maroc en 1912. Sachant que le défunt Mohamed V a été expatrié à Madagascar, c'était une période très difficile pour le pays. En cette période, il y a eu des traîtres qui, au lieu de défendre leur pays, se sont dirigés vers les Français pour les aider à coloniser le Maroc. C'était vraiment illogique. Par contre, il y a eu des résistants appelés Al-Muqawimin. Ce sont eux qui ont aidé les Marocains et ce sont eux qui ont aidé à ce que le Maroc redevienne indépendant, comme il a toujours été. Merci à vous. C'est grâce à vous qu'on est indépendant aujourd'hui. Et maintenant, je donne la parole à mon ami pour nous parler des femmes à cette époque. On parle peu du rôle des femmes, tout en sachant qu'elles ont effectivement participé au mouvement, notamment à travers les actions qu'elles ont menées au sein des associations féminines. Beaucoup de femmes marocaines ont participé à l'indépendance de leur pays, et à chacun sa manière, selon ses capacités. Elle approvisionnait en eau et en nourriture les combattants, chargeait les fusils, et même remplaçait des morts au front. Par exemple, Daouya El Khali, née dans les années 30, à Temara, d'une famille modeste nationaliste. Elle participa à la guerre de la libération de 1953 à 1956. Après l'exil du sultan Mohammed Ben Youssef et l'emprisonnement d'un grand nombre de militants, elle fit partie d'une cellule armée clandestine connue sous le nom des Compagnons de Mohammed V. Elle assura la liaison entre les résistants de sa cellule et se déplaça beaucoup à Larache, ville sous occupation espagnole, pour faire passer les armes sous sa djellaba ou dans un panier rempli de légumes. L'historiographie étrangère, espagnole et française surtout, a souligné le rôle des femmes dans le mouvement, et comme ça, chaque femme a le droit d'être acceptée par la communauté. Et maintenant, parlons de la scolarisation des enfants. En zone rurale, les collèges et lycées sont rares et éloignés, et seules quelques familles laissent leurs enfants prendre le risque de parcourir sur la piste des dizaines de kilomètres chaque jour pour un peu d'éducation. Les conséquences de ce manque d'éducation sont multiples pour ces filles: pauvreté, travail influençable, mariage et grosses précoces, et donc moralité plus élevée. Le Maroc fait partie des 21 pays les moins avancés en termes d'éducation et atteint des objectifs du millénaire pour le développement qui concerne l'éducation. Et si des progrès ont été notés sur le primaire, le décrochage et les inégalités restent gigantesques dès le secondaire. Selon l'UNICEF, seuls 16% des filles issues de milieux ruraux sont inscrites au secondaire. Les 3/4 des enfants qui ne vont pas à l'école sont des enfants issus du milieu rural, où vit 52% de la population. Et la majorité de ces enfants non scolarisés sont des petites filles. Et maintenant, parlons de l'amélioration de la situation de la femme marocaine avec Marwan. La femme marocaine connaît les mêmes changements que la femme dans le monde entier, et surtout dans une période de transition dans le domaine des droits de l'homme. À l'indépendance du Maroc, en 1956, les femmes marocaines sont devenues de plus en plus actives en dehors de leur foyer. Le hijab est remplacé par le djellaba, qui est à l'origine un habit d'homme. La femme subit beaucoup de changements et une importante transformation, surtout pendant les 4 dernières décennies. Elle a gardé la même structure, mais a perdu sa coupe rigoureuse et ses couleurs sombres. La femme marocaine se bat maintenant pour qu'elle soit considérée comme une personne qui jouit de la garantie de ses droits et qui a de forts espoirs dans l'avenir. Et comme vous voyez maintenant, la société reconnaît à la femme des droits sociaux, économiques, civils, culturels et politiques, en la considérant comme un être à part entière, qui vit dans les valeurs de dignité, de tolérance, d'égalité et de solidarité. En plus de ça, elle a pu occuper plusieurs domaines, comme l'ingénierie, la médecine, etc. Et maintenant, changeons de sujet et on vous laisse avec les garçons qui vont vous parler de plusieurs sujets. Le sport. Le sport est une activité physique très indispensable pour l'être humain car elle porte beaucoup de choses positives sur lui ainsi que sa santé. Mais il y en a encore quelque chose de négatif. Troisièmement, il y en a beaucoup de types de sports comme les arts martiaux, comme le karaté, le judo, le taekwondo, etc. D'autres types de sports comme le football américain, le basketball et le rugby. Les positives et les négatives des arts martiaux. Les arts martiaux aident la personne à convaincre leurs ennemis ainsi que défendre soi.
Mais la seule chose négative, c'est qu'en match d'un art martial, taekwondo par exemple, l'on peut avoir plusieurs blessures dans sa tête, son pied, et ce n'est pas bien pour sa santé. Les positives et les négatives pour d'autres sports. Exemple, le football. Le football comporte plusieurs positifs que des négatives, mais attention aux risques négatifs, comme avoir un arrêt cardiaque, se casser la jambe, etc. Et maintenant, je vais adresser la parole à mon camarade Yasser Choua qui va nous parler des vacances. Les vacances. Les vacances sont une période pendant laquelle une personne fait ses activités habituelles et aussi le temps pendant lequel un poste ou une fonction ou bien un reste sont titulaires. Et comme ville préférée, je vous cite Marrakech, qui est située dans le centre du Maroc, au pied des montagnes de l'Atlas. Elle est surnommée la ville rouge ou la ville ocre, en référence à la couleur rouge d'une grande partie de ses immeubles et de ses maisons. Et maintenant, je vais adresser la parole à mon camarade Younes Moulatev qui va nous parler d'une ville appelée Essaouira. Essaouira. Essaouira est une ville portuaire et touristique située sur la côte atlantique du Maroc, en bord de mer. Sa médina est protégée par des remparts du XVIIIe siècle, appelés la Scala de l'Aqsa, et imaginée par des ingénieurs européens, parsemés d'anciens canons en cuivre. Les fortifications offrent une vue sur l'océan. Avec leurs alizés puissants, les plages de la ville sont idéales pour surfer, faire de la planche à voile et du kitesurf. Et maintenant, je vais adresser la parole à mon camarade Bilal Samisérine qui va nous parler des traditions de la Turquie et du Maroc. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un pays frère et qui est en pleine expansion. Oui, la Turquie. Ce pays est d'une superficie de 783 562 km², une fois et demi le Maroc. Sa population est de près de 80 millions et ce qui représente presque 2 fois plus la population de Maroc et qui est de 35 millions et 740 000. La capitale de la Turquie est Ankara, contrairement à ce que tout le monde pense, ce n'est pas Istanbul. Comme pour le Maroc, c'est Rabat et non pas Casablanca. Istanbul, le capital économique, l'équivalent de Casablanca. Il y a beaucoup d'endroits touristiques et historiques à visiter, notamment la mosquée Sultan Ahmed, connue sous le nom de Mosquée Bleue, pareil que la mosquée Hassan II. Finalement, je vous invite à vous intéresser à ce pays amical. Merci. Merci à vous de nous avoir donné toutes ces informations et merci à vous aussi d'avoir suivi. Au revoir. Au revoir.